Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Un éleveur qui n'avait plus rien offrit de l'eau aux guerriers qui lui avaient tout pris. Mais ce que ces guerriers ignoraient, c'est que l'homme qui se tenait devant eux avait déjà perdu la seule chose qui valait la peine d'être protégée. Et lorsque la poussière retomba ce jour-là, la femme qui les dirigeait ferait un choix qui défiait toutes les lois de survie qu'elle avait jamais connues. Vous êtes sur le point de découvrir comment un acte d'impossible compassion est devenu le moment qui a changé une guerre que personne ne pensait pouvoir terminer. 3 jours sans pluie. Callen Dryden tira le seau du puits, ses bras brûlant de la douleur familière de la répétition. La corde s'effilochait. Il l'avait remarqué hier. Aujourd'hui, il le remarquait à nouveau. Demain, il le remarquerait jusqu'à ce qu'elle lâche enfin, et il devrait en fabriquer une nouvelle avec des lanières de cuir qu'il n'avait pas. L'eau clapota contre les parois de bois, et il le posa près du poteau de clôture où le sol était encore craquelé depuis l'été dernier. Le ranch s'étendait derrière lui comme une promesse rompue. 2 chevaux dans un enclos qui aurait dû en contenir 20. Une grange avec des trous dans les murs assez larges pour y voir à travers. Des champs qui n'avaient pas produit une récolte décente en 3 saisons. Mais le puits donnait toujours de l'eau. De l'eau fraîche et claire qui sortait douce, peu importe à quel point la terre s'asséchait autour. Il les entendit avant de les voir. Le bruit d'un mouvement dans les broussailles à l'est. Pas un mouvement prudent. Un mouvement désespéré. La main de Callen chercha son flanc. N'y trouva rien. Il avait vendu son fusil il y a 4 mois pour payer le fourrage. Le couteau dans sa botte devrait suffire, même s'il savait qu'il ne suffirait pas. 5 silhouettes émergèrent de la lisière des arbres. Il reconnut immédiatement ce qu'ils étaient. Des guerriers, des Apaches. 3 hommes, 2 femmes, tous se déplaçant mal, blessés. L'un des hommes était à moitié porté par les autres. La femme en tête avait du sang qui avait traversé le tissu enroulé autour de son épaule, mais elle marchait la colonne vertébrale droite, ses yeux scrutant la propriété avec la précision de quelqu'un qui avait survécu en voyant les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Naeli. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il pouvait voir l'autorité dans la façon dont les autres s'en remettaient à sa position. Elle s'arrêta à une dizaine de mètres du puits, et le groupe s'arrêta avec elle. Son regard se figea sur le seau d'eau posé près du poteau de clôture. Puis il se déplaça vers Callen, puis revint à l'eau. Personne ne parla. Le soleil était maintenant directement au-dessus de sa tête, lui brûlant la nuque. L'un des guerriers, plus jeune que les autres, avait la main près de son arme. La tension dans sa mâchoire disait qu'il souffrait. Ils souffraient tous. Callen pouvait le voir dans la façon dont ils se tenaient. Le léger tremblement dans leur posture. La façon dont ils ne cessaient de jeter des coups d'œil au puits comme s'ils pouvaient disparaître. Naeli fit un pas en avant, juste un. Ses yeux ne quittèrent pas son visage. Elle attendait qu'il court, ou qu'il attrape une arme, ou qu'il appelle à l'aide qui ne viendrait pas. Callen avait déjà vu ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui avait été trahi si souvent que la confiance était devenue une langue étrangère. Il se pencha lentement et ramassa le seau. L'eau ondula. 5 paires d'yeux suivirent le mouvement. Callen fit 3 pas vers eux et s'arrêta. La main du jeune guerrier se resserra sur son arme. Naeli leva légèrement son autre main, un geste qui le figea sur place. Callen posa le seau par terre, entre eux. Puis il recula. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Mais ses mains ne tremblaient pas. Il avait fait son choix. Maintenant, il vivrait avec ce qui viendrait ensuite. Naeli le dévisagea. Le moment s'étira comme un fil de fer tendu. Derrière elle, l'un des guerriers dit quelque chose dans une langue que Callen ne comprenait pas. Cela sonnait comme un avertissement. Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient toujours rivés sur les siens, cherchant le piège, la ruse, la trahison qui devait sûrement arriver. Mais Callen restait là, à attendre. L'eau reposait entre eux comme un test qu'aucun d'eux ne savait comment réussir. Le silence fut rompu lorsque le guerrier blessé s'effondra. Ses jambes cédèrent et l'homme qui le soutenait lutta pour le maintenir debout. Le bruit de son corps heurtant la terre était comme une pierre tombant dans l'eau calme. L'attention de Naeli se tourna vers lui une seconde, mais cette seconde suffit. Elle prit une décision. Elle s'avança vers le seau. Pas rapidement. Chaque pas était délibéré, ses yeux passant de Callen à l'eau. Quand elle l'atteignit, elle s'agenouilla lentement, son épaule blessée rendant le mouvement raide. Sa main toucha le bord du seau. Elle le souleva, but. L'eau coula sur son menton,
et elle ne prit pas la peine de s'essuyer. Puis elle le rapporta aux autres. Le jeune guerrier, Mato, le lui arracha des mains desquelles fut assez proche. Il but comme un homme qui se noie, puis le passa au guerrier plus âgé à côté de lui. Kahana but plus prudemment, son visage buriné ne montrant rien. Le seau passa entre eux jusqu'à ce qu'il atteigne l'homme à terre. Ils lui relevèrent la tête, versèrent de l'eau entre ses lèvres gercées. Une partie entra dans sa bouche. La plupart n'y entra pas. Kalen observait de là où il se tenait. Il n'avait pas bougé. Ses mains pendaient le long de son corps, détendues, mais prêtes. Naëli se redressa et se tourna à nouveau vers lui. Le seau était vide maintenant. Elle le tenait dans une main, l'étudiant avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Pourquoi? Sa voix était rauque, le mot façonné maladroitement par une langue qui n'était pas la sienne. Kalen ne répondit pas tout de suite. La question avait trop de réponses, et aucune d'entre elles n'aurait de sens pour quelqu'un qui avait passé des années à apprendre que la survie signifiait ne jamais faire confiance à son ennemi. Il regarda par-delà elle le guerrier blessé au sol, la façon dont les autres s'étaient positionnés autour de lui pour le protéger. « Vous en aviez besoin » dit-il finalement. Mato dit quelque chose de vif dans leur langue. Cela sonnait comme une accusation. Naëli leva à nouveau la main, le même geste qu'il avait arrêté auparavant. Elle garda les yeux sur Kalen. « Ton peuple tue le mien, dit-elle. Le mien tue le tien. Tu donnes de l'eau? Je donne de l'eau, dit Kalen. La simplicité de la réponse sembla la troubler plus que la rassurer. Elle jeta un coup d'œil à son groupe, puis au puits, puis au ranch derrière lui, calculant. Kalen pouvait voir les pensées bouger derrière ses yeux. C'était un piège. Ça devait l'être. Les hommes comme lui n'aidaient pas simplement. Pas sans vouloir quelque chose. Pas après tout ce qui s'était passé entre leurs peuples. Mais il n'y avait pas d'autre homme. Pas de fusils pointés depuis les fenêtres. Pas de chevaux scellés et prêts à les pourchasser. Juste un homme aux mains vides et un puits qui avait encore de l'eau. Naëli fit un pas de plus. Les muscles de Kalen se tendirent, mais il ne bougea pas. Elle était assez proche maintenant pour qu'il puisse voir les rides de douleur autour de ses yeux. La façon dont elle tenait son épaule blessée légèrement en avant pour la protéger. Assez proche pour que si elle voulait le tuer, elle le puisse. Le puits, dit-elle en faisant un geste vers celui-ci. Plus d'eau là? Oui. Tu nous laisses prendre? Kalen regarda à nouveau le guerrier à terre. La respiration de l'homme était faible, sa peau trop pâle. Quoi qu'il lui soit arrivé, il avait besoin de plus que de l'eau. Il avait besoin de repos, de soins, de temps. Des choses qui ne pouvaient pas arriver s'ils essayaient de continuer à bouger. Prenez ce dont vous avez besoin, dit Kalen. Mato se leva brusquement, sa main allant à son couteau. Il dit quelque chose de rapide et de colère à Naëli. Elle répondit dans la même langue, son ton assez tranchant pour couper. L'échange eut lieu 2 fois avant que Mato ne se taise, la mâchoire serrée, mais sa main resta près de son arme. Naëli se tourna vers Kalen. Il dit, tu empoisonnes l'eau. Tu attends que nous mourions. L'eau est claire, dit Kalen. J'en bois tous les jours. Elle l'étudia un long moment de plus. Puis elle passa devant lui, se dirigeant vers le puits. Il se tourna pour la regarder. Elle scruta l'obscurité en bas, puis descendit le seau sur sa corde effilochée. Le son de celui-ci heurtant l'eau résonna en écho. Quand elle le remonta, elle but à nouveau, plus profondément cette fois. Elle testait. L'eau était claire. Elle le sut dès qu'elle atteignit son estomac. Pas de poison, pas de piège. Juste de l'eau. Elle regarda Kalen par-dessus le bord du seau, et pour la première fois, quelque chose d'autre que de la suspicion traversa son visage. Quelque chose de plus proche de la confusion, ou peut-être de la reconnaissance. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse parler, Kahana lança un avertissement. Sa voix était urgente, son bras pointant vers l'est, vers la lisière des arbres d'où ils avaient émergé. Kalen suivit le geste et sentit son estomac se nouer. Plus de mouvement dans les broussailles. Mais ce n'étaient pas des guerriers. C'étaient des cavaliers, au moins 6 d'entre eux, et ils arrivaient vite. Les cavaliers émergèrent de la lisière des arbres comme un orage qui s'abat. 6 hommes à cheval, des fusils visibles contre leurs selles, les visages durs et déterminés. Kalen reconnut immédiatement l'homme en tête. Garrett Fisk, un éleveur à 15 miles au sud, le genre d'homme qui mesurait sa valeur à la quantité de terre qu'il contrôlait et au nombre de personnes qui le craignaient.
Les guerriers Apaches réagirent instantanément. Mato et Kahana se déplacèrent pour flanquer Naeli, leur corps formant une ligne protectrice devant leurs compagnons tombés. La main de Naeli alla à son arme, son épaule blessée oubliée dans la montée d'adrénaline. Ils étaient piégés. Épuisés, blessés, et maintenant pris à découvert sans nulle part où fuir. Kalen se tenait entre eux et les cavaliers qui approchaient. Il ne l'avait pas prévu. Ses pieds l'avaient juste porté là, plaçant son corps dans l'espace où la violence était sur le point d'éclater. Fisk arrêta son cheval à 20 pieds de distance, les autres cavaliers formant un demi-cercle lâche derrière lui. Ses yeux balayèrent la scène, observant les guerriers Apaches, le seau d'eau, Kalen se tenant au milieu de tout cela. Son expression passa de la détermination à la confusion, puis à quelque chose de plus sombre. « Dryden, dit Fisk, sa voix portant à travers la distance. Écartez-vous. » Kalen ne bougea pas. « Nous suivons ces pillards depuis 2 jours, continua Fisk. Ils ont frappé la propriété Morrison. Tué du bétail, brûlé des provisions. Nous les ramenons. » Derrière Kalen, Naeli parla doucement dans sa propre langue. Il ne pouvait pas comprendre les mots, mais il comprit le ton. Elle disait à son peuple d'être prêt à se battre s'il le fallait, à mourir en combattant plutôt que d'être capturé. Ils sont venus ici pour de l'eau, dit Kalen. C'est tout. Fisk se pencha en avant sur sa selle. Tu aides les hostiles maintenant, Dryden? Après ce qu'ils ont fait à Ta. Il s'arrêta, mais les mots restèrent suspendus dans l'air, inachevés, mais compris. La mâchoire de Kalen se serra. Ils avaient besoin d'eau. Je leur en ai donné. Ils s'en vont. Pas question, lança l'un des autres cavaliers, un homme plus jeune avec une cicatrice sur la joue, en levant légèrement son fusil. Ils viennent avec nous. Mort ou vif, ça ne fait aucune différence pour moi. Mato déplaça son poids, sa main se resserrant sur son couteau. Le mouvement attira l'attention de 2 autres cavaliers qui ajustèrent la prise sur leurs propres armes. L'air semblait comprimé, comme l'instant avant que la foudre ne frappe. Regarde-les, Garrett, dit Kalen, gardant sa voix calme. Ils ont un homme qui ne peut même pas se tenir debout. Ce ne sont pas des pillards. Ce sont des survivants. Des survivants qui ont tué le bétail de Morrison et laissé sa famille sans nourriture pour l'hiver, rétorqua Fisk. Tu veux défendre ça? Je veux arrêter d'autres meurtres, dit Kalen. Ici même. Maintenant. Le cheval de Fisk gratta le sol, sentant la tension de son cavalier. Derrière lui, les autres hommes s'impatientaient. Kalen pouvait le voir dans la façon dont ils bougeaient sur leur selle, dans la façon dont leurs doigts tambourinaient contre leurs fusils. Ils étaient venus ici en s'attendant à un combat. Ils en voulaient un. Tu fais une erreur, Dryden, dit Fisk. Ces gens sont tes ennemis. Ils te tueront à la seconde où tu leur tourneras le dos. Kalen jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Naeli. Elle l'observait avec ses mêmes yeux intenses, essayant de comprendre ce qui se passait, ce que cet homme faisait en restant entre son peuple et les fusils pointés sur eux. Sa main était toujours sur son arme, mais elle ne l'avait pas dégainée. Elle attendait, calculait. Peut-être, dit Kalen en se retournant vers Fisk. Mais c'est mon choix à faire, pas le vôtre. Le silence qui suivit fut pire que la dispute. Le visage de Fisk se durcit, sa bouche se pressant en une ligne mince. Il regarda ses hommes, puis revint à Kalen. Le calcul était simple. 6 cavaliers armés contre un éleveur non armé et 5 guerriers blessés. Mais Kalen se tenait au milieu. Et pour atteindre les Apaches, il devrait d'abord passer par lui. Tu les protèges, dit Fisk lentement, comme s'il testait les mots pour voir s'ils avaient un sens. Je suis sur ma terre, répliqua Kalen. Et je vous dis de partir. Un des cavaliers rit. C'était un son dur, dépourvu d'humour. Vous entendez ça? L'homme a perdu la tête. Mais Fisk ne riait pas. Il étudiait Kalen avec une nouvelle sorte d'attention, essayant de comprendre ce qui avait changé chez l'homme qu'il connaissait depuis des années. L'homme qui avait tout perdu dans ce même conflit et qui aurait dû être le premier à vouloir se venger. Derrière Kalen, Naeli retira lentement sa main de son arme. Le geste était petit, mais Kahana le remarqua. Puis Mato. La tension dans leur posture s'apaisa légèrement, bien qu'ils restent prêts. Fisk le vit aussi. Il vit la façon dont les guerriers réagissaient à la présence de Kalen. La façon dont la confrontation s'était transformée en quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Son cheval recula d'un pas,
répondant à la pression des genoux de son cavalier. Ce n'est pas fini, Dryden, dit Fisk. Loin de là. Il fit demi-tour et fit un signe de tête à ses hommes. Ils suivirent, à contre-cœur mais obéissants. Les 6 cavaliers se retournèrent vers la lisière des arbres, leur départ plus lent que leur arrivée, comme si Fisk se demandait encore s'il devait changer d'avis. Calen les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les broussailles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'autorisa à respirer. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline le rattrapant enfin. Il se tourna pour faire face aux guerriers apaches. Naeli le regardait fixement, non plus avec suspicion, mais avec quelque chose d'entièrement différent. Le nom du guerrier blessé était Takakota. Calen l'apprit lorsque Kahana le prononça doucement en vérifiant la respiration de l'homme. Le nom ne signifiait rien pour Calen. Mais la façon dont il le disait, avec un poids qui suggérait une histoire partagée et du respect, lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ce n'était pas n'importe quel guerrier. C'était quelqu'un qui comptait. Naeli s'approcha lentement de Calen, ses mouvements plus prudents maintenant que lors de son arrivée. La dynamique avait changé. Il s'était interposé entre son peuple et une mort certaine, et cela changeait les mathématiques de la confiance d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. « Tu t'es fait un ennemi, dit-elle, en faisant un geste vers l'endroit où Fisk et ses hommes avaient disparu. Pour nous. J'ai fait un choix, répondit Calen. Elle pencha légèrement la tête, l'étudiant. Pourquoi? C'était la 2e fois qu'elle le demandait. La première fois, il lui avait donné la réponse simple. Cette fois, debout dans les séquelles de ce qu'il venait de faire, la réponse simple n'était pas suffisante. Il regarda par-delà El Takakota gisant dans la poussière. Mato, qui le regardait toujours avec suspicion. Kahana, dont le visage buriné ne révélait rien. Il y a 4 ans, dit Calen lentement, j'avais une femme. Elle s'appelait Rebecca. Et une fille, Ellie. Elle avait 6 ans. Naeli devint très immobile. Même Mato, qui faisait les 100 pas près du puits, s'arrêta de bouger. Il y a eu un raid, continua Calen, sa voix plate, vidée de toute émotion par des années de répétition. Pas par votre peuple. Par des colons habillés pour ressembler à votre peuple. Ils voulaient la terre au nord d'ici. Ils pensaient que s'ils pouvaient déclencher une guerre, ils pourraient la prendre. Il s'arrêta, ses mains se serrant et se desserrant le long de son corps. Ils ont tué Rebecca et Ellie. Ils ont fait croire que c'étaient des guerriers qui l'avaient fait. Et ça a marché. Ça a déclenché la guerre qu'ils voulaient. Le silence qui suivit était différent des silences précédents. Celui-ci avait une forme et un poids, s'abattant sur eux tous. J'ai découvert la vérité 6 mois plus tard, dit Calen. J'ai surpris des hommes qui en parlaient en ville, qui s'en vantaient. Ils ont eu la terre qu'ils voulaient. Ma famille a été enterrée. Il regarda enfin directement Naeli. Alors, non, vous n'êtes pas mon ennemi. Vous ne l'avez jamais été. L'expression de Naeli changea, quelque chose se fissurant dans le contrôle prudent qu'elle avait maintenu. Elle jeta un coup d'œil à son peuple, puis à Calen. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus basse. Mon mari, dit-elle. Mes 2 fils, tués par des colons. De vrais colons, pas des hommes qui faisaient semblant. Elle toucha distraitement son épaule blessée. Ceci, du même jour. 3 mois ont passé. Le parallèle resta suspendu entre eux. 2 pertes qui ne pourraient jamais être égalées ou comparées, mais qui existaient dans le même espace de chagrin. Calen comprenait maintenant pourquoi elle avait été si méfiante à l'égard de son aide, pourquoi la confiance était devenue impossible pour elle. Elle avait appris la même leçon que lui, juste de l'autre direction. Mato dit quelque chose de vif dans leur langue. Naeli répondit, son ton ferme. Le jeune guerrier secoua la tête, clairement en désaccord, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il tourna son attention vers Takakota, s'agenouillant à côté de lui pour vérifier ses blessures. Il ne fait pas confiance, dit Naeli à Calen. On ne peut pas le lui reprocher. Non, acquiesça Calen. On ne peut pas le lui reprocher. Kahana se dirigea vers le puits et descendit à nouveau le seau. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucun test. Il but, puis apporta de l'eau à Takakota. Le rituel de l'acte semblait significatif, comme une barrière se dissolvant lentement. Votre homme a besoin de repos, dit Calen en hochant la tête vers Takakota. Du vrai repos, pas seulement de l'eau. Naeli regarda vers la grange, puis vers lui. Tu offres un abri?
J'offre la grange. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que le sol à découvert. Et quand les cavaliers reviendront, demanda-t-elle, car ils savaient tous les deux que Fisk reviendrait. Les hommes comme lui revenaient toujours. Alors nous nous en occuperons, dit Calen. Mato se leva brusquement. Il s'avança à grands pas vers Naëli et parla rapidement, ses mains gesticulant avec emphase. Elle écouta, le visage impassible, puis répondit sur un ton qui n'admettait aucune discussion. La mâchoire de Mato se serra, mais il recula. La hiérarchie était claire. Naëli dirigeait et sa parole était loi. Elle se tourna vers Calen. Nous acceptons. Mais je reste dehors. Je surveille. Surveiller quoi? Quand tu changeras d'avis, dit-elle simplement. Quand tu te souviendras que nous sommes des ennemis, après tout. Calen voulut lui dire que cela n'arriverait pas. Qu'il avait déjà fait son choix et qu'il n'allait pas l'annuler. Mais il comprit que les mots ne signifiaient rien pour le moment. Seules les actions comptaient. Seul le temps prouverait si ce fragile fil de confiance pouvait tenir. Kahana et Mato soulevèrent Takakota avec précaution, le transportant vers la grange. Calen marcha devant eux, poussant la porte. L'intérieur était sombre et sentait le moisi, mais c'était sec et à l'abri du soleil. Ils étendirent Takakota sur un tas de vieux foin dans le coin. Alors qu'il travaillait, Calen remarqua quelque chose. Un changement dans la façon dont il se déplaçait autour de lui. Pas amicaux, pas encore, mais pas hostiles non plus. Une acceptation méfiante, peut-être. Le début de quelque chose qui n'existait pas une heure auparavant. Il sortit pour trouver Naëli debout près du puits, sa bonne main reposant sur le bord en pierre. Elle regardait vers l'est, vers la lisière des arbres, son corps tendu par l'anticipation, attendant le retour des cavaliers, attendant que l'autre chaussure tombe. Mais ce qui émergea de la lisière des arbres n'était pas des cavaliers. C'était une femme à pied, se déplaçant rapidement, sa robe poussiéreuse et déchirée. Elle trébucha dans la clairière et s'arrêta quand elle les vit, ses yeux s'écarquillant de peur lorsqu'elle reconnut Naëli comme étant Apache. Puis elle s'effondra. Calen atteignit la femme en premier. Elle était jeune, peut-être 20 ans, avec des cheveux blonds emmêlés de sueur et de saleté. Sa respiration était courte, en halètement paniqué. Et quand il toucha son épaule pour vérifier si elle était consciente, elle tressaillit violemment. « Tout va bien, dit Calen. Vous êtes en sécurité. » Ses yeux s'ouvrirent, flous et sauvages. Ils se posèrent sur Naëli qui se tenait à quelques pieds de là, et la femme cria. Pas fort. Sa gorge était trop sèche pour cela. Mais la terreur dans le son était absolue. Elle recula à quatre pattes, essayant de s'éloigner de Naëli, de Calen, de tout. S'il vous plaît, halta-t-elle. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Naëli fit un pas en arrière, les mains légèrement levées pour montrer qu'elle ne lui voulait aucun mal. Mais la femme ne voyait pas cela. Elle voyait une guerrière apache, et dans son esprit, cela ne signifiait qu'une chose. Calen se plaça entre elles, brisant la ligne de mire. « Regardez-moi, dit-il à la femme. Regardez-moi, c'est tout. Que s'est-il passé? D'où venez-vous? » La respiration de la femme ralentit légèrement, son attention attirée par son visage. Le ranch Morrison, parvint-elle à articuler. Ils sont venus. Si nombreux. Nous avons couru. Mon frère, il m'a dit de courir et je l'ai fait, mais j'ai entendu. Elle s'arrêta, tout son corps tremblant. J'ai entendu les coups de feu. L'estomac de Calen se glaça. Le ranch Morrison. Le même endroit que Fisk avait mentionné. Le même raid qu'il avait utilisé comme justification pour chasser le groupe de Naëli. Il jeta un coup d'œil à Naëli, qui observait l'échange avec une expression indéchiffrable. Combien ont attaqué? Demanda Calen à la femme. Au moins 20, peut-être plus. Ils sont venus à l'aube. Nous n'avons pas eu le temps de... Elle s'interrompit à nouveau, les larmes coulant sur son visage. Mon frère, mon père. Je ne sais pas s'il... Mato sortit de la grange, attiré par l'agitation. Quand il vit la femme, il s'arrêta net, dit quelque chose à Naëli dans leur langue. Sa réponse fut rapide et tranchante. Le visage de Mato s'assombrit, mais il n'argumenta pas. Au lieu de cela, il disparut à nouveau dans la grange. Nous devons lui donner de l'eau, dit Calen à Naëli. Elle hocha la tête une fois et se dirigea vers le puits, en gardant une large distance avec la femme. La jeune femme suivit chaque mouvement de Naëli, son corps enroulé comme un ressort,
prêt à se détendre. Quand Naëli apporta le seau et le posa près de Kalen, la femme le regarda comme s'il pouvait être empoisonné. C'est propre, dit Kalen. Je vous le promets. Elle but quand même, le désespoir l'emportant sur la peur. L'eau sembla l'aider. Sa respiration se régularisa et une partie de la folie quitta ses yeux. Quand elle abaissa le seau, elle regarda Kalen avec une nouvelle conscience. Pourquoi est-elle ici ? Demanda la femme, sa voix plus stable maintenant. Pourquoi les aidez-vous ? Avant que Kalen ne puisse répondre, Naëli parla. Nous pas attaquer Ranch Morrison. La tête de la femme se tourna brusquement vers elle. Vous mentez. Elle ne ment pas, dit Kalen. Ils sont ici depuis ce matin, blessés. L'un d'eux peut à peine respirer. Il n'aurait pas pu attaquer qui que ce soit. La femme le dévisagea, essayant de traiter cette information. Mais Gareth Fisk a dit. Fisk était là, interrompit Kalen. Il les a vus. S'il dit aux gens qu'ils ont attaqué Morrison, il ment. La compréhension commença à poindre sur le visage de la femme, suivie immédiatement par l'horreur. Alors qui ? La réponse vint sous la forme de coups de feu. Plusieurs fusils, venant de la direction du ranch Morrison. Assez proche pour que le son se propage clairement dans l'air du matin. Assez proche pour que Kalen puisse dire qu'il y avait au moins une douzaine d'armes qui tiraient. La tête de Naëli se tourna brusquement vers le son. Mato et Kahana sortirent de la grange. Armes prêtes. La femme se raidit, sa main agrippant le bras de Kalen. C'est la propriété Morrison, murmura-t-elle. C'est chez moi. D'autres coups de feu, puis des cris, puis le silence. Le genre de silence qui suit la violence, lourd et final. Kalen sentit les pièces s'emboîter dans son esprit, formant une image qu'il ne voulait pas voir, mais qu'il ne pouvait ignorer. Le raid sur Morrison. Fisk traquant des guerriers apaches qui fuyaient en fait leurs propres blessures. Le timing pratique. La façon dont Fisk l'avait regardé quand il avait mentionné ce qui était arrivé à la famille de Kalen. Ça recommence, dit Kalen doucement. Quelqu'un déclenche une guerre. Utilise les deux camps pour le faire. Naëli croisa son regard. Elle comprenait. Il pouvait le voir dans la façon dont son expression s'était durcie, dans la crispation de sa mâchoire. On se jouait d'eux. Tous, colons et apaches, manipulés pour s'entretuer pendant que quelqu'un d'autre profitait de la terre laissée vide. La femme tremblait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de rage. Ma famille, dit-elle. Mon frère. Ils les ont tués aussi. Elle ne put finir la phrase. Kahana parla à Naëli d'urgence. Elle répondit, son ton sombre. Mato se joignit à eux, faisant un geste vers la lisière des arbres. Ils se disputaient à propos de quelque chose. Leur voix basse mais intense. Que disent-ils ? Demanda Kalen. Naëli se tourna vers lui. D'autres membres de mon peuple arrivent. Kahana a vu des signes ce matin. Ils suivent notre piste. S'ils nous trouvent ici avec vous, avec elle, elle fit un geste vers la femme. Ils ne comprendront pas. Ils verront un ennemi et attaqueront. Combien de temps avons-nous ? 1 heure, peut-être moins. La femme regarda entre eux, les yeux écarquillés. Que allons-nous faire ? Kalen regarda Naëli. Elle le regarda en retour. Entre eux, des guerriers blessés dans sa grange, une femme colon traumatisée, et les cavaliers qui reviendraient avec des renforts. Et maintenant, d'autres guerriers apaches arrivaient, qui verraient cette situation comme un piège ou une trahison. Chaque choix menait à l'effusion de sang. Sauf peut-être un. Nous les arrêterons, dit Kalen. Tous. Avant que d'autres gens ne meurent pour les mensonges de quelqu'un d'autre. Naëli l'étudia un long moment. Puis elle hocha la tête une fois, brusquement et avec détermination. Nous les arrêterons. Mais aucun d'eux ne savait s'il était même possible d'arrêter une guerre qui avait déjà commencé. Le nom de la femme était Sarah Morrison. Elle leur dit cela tout en faisant les 100 pas près du puits, ses mains se tordant d'énergie nerveuse. Elle ne pouvait pas rester en place. À chaque instant, ses yeux se dartaient vers la lisière des arbres, s'attendant à ce que son frère en émerge, s'attendant à ce que quelqu'un vienne lui dire que tout cela avait été une erreur. Kalen connaissait ce regard. Il l'avait porté lui-même, il y a 4 ans. Nous avons besoin d'un plan, dit Naëli, sa voix coupant à travers la tension. Elle se tenait près de l'entrée de la grange,
positionnée là où elle pouvait voir les approches et ouest de la propriété. Mon peuple vient du nord. Ils suivent nos traces. Quand ils nous verront ici, ils penseront à un piège. Peux-tu leur expliquer? Demanda Kalen. Leur dire ce qui s'est passé. Les mots ne suffisent pas. Pas après ce qu'ils ont déjà vu. Trop de sang. Trop de morts. Elle toucha à nouveau son épaule blessée. Ils me voient avec des colons. Ils pensent que je les trahis. Mato dit quelque chose depuis l'intérieur de la grange. Naeli répondit, son ton tranchant. Le jeune guerrier émergea, son expression sombre. Il s'adressa directement à Kalen cette fois. Les mots incompréhensibles, mais l'accusation en clair. Il dit que c'est de ta faute, traduisit Naeli. Il dit que tu amènes plus de danger. Il dit que nous devrions partir maintenant, avant que ton peuple ou le mien n'arrive. Il a peut-être raison, dit Kalen. Sarah se tourna brusquement vers lui. Vous ne pouvez pas les laisser partir. Ces cavaliers, Fisk et ses hommes. Ils les pourchasseront. Ils les tueront. Ils nous chassent de toute façon, dit Mato dans un anglais approximatif. Ses premiers mots prononcés dans la langue de Kalen. Nous mourrons en fuyant ou mourrons ici. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, dit Kalen. En fuyant, vous mourrez pour rien. Ici, nous avons une chance d'exposer ce qui se passe vraiment. Kahana émergea de la grange, laissant Takakota à l'intérieur. Il parla longuement à Naeli, son visage buriné grave. Elle écouta, hochant la tête de temps en temps, puis se tourna vers Kalen. Kahana dit qu'il y a une ancienne voie. Une façon de montrer la paix entre ennemis. Un signal de fumée. Un motif spécifique. Cela signifie parler, pas combattre. Elle fit une pause. Mais cela signifie que les deux côtés doivent accepter de le voir. Doivent accepter de faire confiance. Ton peuple l'honorera-t-il? Demanda Kalen. Certains le feront. Assez. Peut-être. Elle le regarda directement. Le tien le fera-t-il? Kalen pensa à Fisk. Aux hommes qu'il avait suivis ici. À ceux qui avaient tué sa famille et commencé tout ce cycle de violence. Certains ne le feront pas. Mais il y en a d'autres. Des gens qui sont fatigués d'enterrer leurs enfants, leurs femmes. Des gens qui veulent que ça s'arrête. Sarah enroula ses bras autour d'elle. Mon frère voulait que ça s'arrête. Il en parlait tout le temps. Disait qu'il devait y avoir un autre moyen. Sa voix se brisa. Il est probablement mort maintenant parce que quelqu'un d'autre voulait que ça continue. Le poids de cette vérité s'abattit sur eux tous. Quelqu'un profitait de cette guerre. Quelqu'un avec assez de pouvoir pour manipuler les deux camps, pour organiser des attaques, pour maintenir le cycle en marche. Et tant que les colons et les Apaches continueraient à s'entretuer, ce quelqu'un restait invisible. Le signal, dit Kalen à Naeli. Comment le faisons-nous? Elle fit un geste vers le ciel. Du feu. Du bois vert. Fait de la fumée qui monte droit. 3 colonnes, puis 2, puis une. Un vieux motif. Signifie, venez pour parler. Arme baissée. Et s'ils ne le respectent pas, demanda Mato. S'ils voient le signal et attaquent quand même. Alors nous mourrons, dit simplement Naeli. Mais nous mourrons en essayant d'arrêter cela, pas en le fuyant. La mâchoire de Mato se contracta, ses mains se serrant en poing. Il regarda Kahana, qui hocha la tête une fois, lentement et délibérément. L'accord du vieux guerrier semblait importé. Les épaules de Mato s'abaissèrent légèrement, la combativité s'écoulant de lui. Nous avons besoin de bois vert, dit Kalen. Et nous en avons besoin rapidement. Ils se dispersèrent pour rassembler ce dont ils avaient besoin. Sarah aida malgré ses mains tremblantes, traînant des branches depuis la lisière des arbres. Kahana alla vérifier Takakota à nouveau, puis revint avec des bandes de tissu qu'il pourrait utiliser pour contrôler la fumée. Mato se déplaçait comme une ombre, rapide et efficace. Son hostilité antérieure canalisée en action. Kalen travailla aux côtés de Naeli, construisant la structure du feu près du puits, là où elle serait visible de toutes les directions. Leurs mains se frôlèrent occasionnellement pendant qu'ils travaillaient, et aucun d'eux ne se retira. Le geste était petit, presque insignifiant, mais il semblait être quelque chose de plus grand. Une reconnaissance de la chose impossible qu'il tentait. Votre femme et votre fille, dit Naeli doucement pendant qu'ils travaillaient. Elle serait fière de ce que vous faites aujourd'hui.
Kalen ne répondit pas immédiatement. Il plaça une autre branche, la positionnant soigneusement. Je ne sais pas si elle serait fière. Mais peut-être qu'elle comprendrait. C'est suffisant. Elle hocha la tête. Mes fils ne comprendraient pas. Trop jeune. Mais mon mari? Il était comme vous. Voulait la paix. Essayait de trouver un moyen. Elle fit une pause. Ça l'a fait tuer. Peut-être que nous ferons mieux, dit Kalen. Peut-être que nous mourrons tous en essayant, répliqua T.L. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas de la résignation. C'était de la détermination. Le genre qui vient de n'avoir plus rien à perdre et tout à prouver. La structure du feu était terminée. Kalen frappa un silex contre de l'acier et les étincelles prirent. Le bois vert fuma immédiatement. D'épaisses colonnes blanches s'élevant dans l'air calme. Naëli ajusta les branches, créant le motif. 3 colonnes, puis 2, puis 1. Le signal était visible à des miles à la ronde. Sarah se tenait à côté d'eux, regardant la fumée monter. Combien de temps avant qu'il ne le voie? Pas longtemps, dit Naëli. Pas longtemps du tout. Comme invoqué par ces paroles, un mouvement éclata depuis la lisière nord des arbres. Pas des cavaliers. Des guerriers. Au moins 15 d'entre eux, se déplaçant en formation, armes prêtes. Et à l'avant, une silhouette que Kalen reconnut même à distance par la façon dont les autres s'en remettaient à lui. Un chef de guerre. Arrivant vite, arrivant en colère. Et derrière Kalen, depuis la lisière ouest des arbres, vint le bruit des chevaux. Fisk était revenu. Et il avait amené plus d'hommes. Au moins 20 cavaliers, tous armés, tous prêts pour un combat. Les deux camps virent le signal de fumée. Les deux camps se virent l'un l'autre. Et les deux camps étaient trop proches pour faire demi-tour maintenant. Les deux groupes s'arrêtèrent à une quinzaine de mètres l'un de l'autre, avec la propriété de Kalen entre eux. Les guerriers apaches formèrent une ligne au nord, armes dégainées mais non levées. Les cavaliers se regroupèrent à l'ouest, fusils visibles sur leurs selles. Le signal de fumée continuait de s'élever entre eux, 3 colonnes, puis 2, puis 1, encore et encore. Personne ne bougea. Kalen se tenait près du puits, Naëli à ses côtés. Sarah restait près de la grange, le visage pâle. Mato et Kahana s'étaient positionnés près de Kalen, non pas devant lui, mais à ses côtés. Le geste ne passa inaperçu de personne. Le chef de guerre apache s'avança. Il était grand, son visage marqué de cicatrices qui racontaient des décennies de survie. Ses yeux balayèrent la scène, observant l'épaule blessée de Naëli, les colons, le signal de fumée. Quand il parla, sa voix porta à travers la distance comme le tonnerre. Naëli répondit dans la même langue, son ton respectueux mais ferme. L'échange se poursuivit, rapide et intense. Les autres guerriers regardaient, leurs prises se resserrant sur leurs armes. Kalen ne pouvait pas comprendre les mots, mais il comprenait la dynamique. Naëli était défié, ses choix remis en question, son autorité testée. Du côté ouest, Fisk avait mis pied à terre. Il s'avança lentement, sa main reposant sur son pistolet. Derrière lui, ses hommes firent de même, créant un mur de colons armés. Quand Fisk parla, sa voix était froide. Tu as fait ton choix, Dryden. Maintenant, tu vis avec. Il ne s'agit pas de choix, dit Kalen. Il s'agit de la vérité. La vérité? Fisk rit. Mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. La vérité est que tu te tiens aux côtés des gens qui ont tué ta famille. Les gens qui ont pillé nos campements pendant des mois. C'est la seule vérité qui compte. Ils n'ont pas pillé Morrison, dit Kalen fort, projetant sa voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Ils ont été ici tout le matin. Blessés. L'un d'eux mourant. Ils n'auraient pas pu attaquer qui que ce soit. Sarah s'avança, sa voix tremblante, mais claire. Il a raison. J'ai vu les pillards qui ont attaqué notre ranch. Ils étaient au moins 20. Organisés, bien armés. Elle montra du doigt le groupe de Naëli. Ces gens tiennent à peine debout. L'expression de Fisk s'assombrit. Tu les défends après ce qu'ils ont fait à ta famille? Je dis la vérité, dit Sarah. Une chose qui, apparemment, ne vous intéresse pas. Le chef de guerre parla à nouveau, son ton tranchant. Naëli répondit, puis se tourna vers Kalen. Il demande pourquoi nous faisons confiance aux colons, pourquoi nous nous tenons à tes côtés. Il dit que c'est une trahison. Dis-lui, dit Kalen,
que nous sommes tous trahis. Par quelqu'un qui veut que nous continuions à nous entretuer. Naëli traduisit. L'expression du chef de guerre ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De la reconnaissance, peut-être, ou la suspicion qu'il y avait du vrai dans ses mots. Kahana s'avança et parla directement au chef de guerre. Sa voix était calme, mais elle avait du poids. Les autres guerriers écoutèrent, certains hochant lentement la tête. Quand il eut fini, le chef de guerre l'étudia un long moment avant de répondre. « Qu'a-t-il dit » demanda Kalen à Naëli. Kahana lui parle des traces que nous avons vues il y a 3 jours. Des colons se déplaçant la nuit. Habillés avec nos vêtements. Il les a vus mais n'a pas pu les suivre. Trop nombreux, trop dangereux. Elle fit une pause. Il leur dit que nous avons déjà vu cela. Des raids qui n'ont aucun sens. Des attaques qui ne servent à rien, sauf à répandre la colère. Un des hommes de Fisk cria. « Vous vous attendez à ce qu'on croie ça? Que quelqu'un se fait passer pour eux? » « Je le crois, » dit Sarah. Parce que la même chose est arrivée à la famille de Kalen. Des colons habillés en guerriers, déclenchant une guerre pour pouvoir prendre des terres. Le visage de Fisk devint très immobile. Trop immobile. Kalen le regarda, vit le moment de calcul, le scintillement de quelque chose qui aurait pu être de la peur, ou de la culpabilité. C'est une accusation grave, dit Fisk lentement. C'est la vérité, répliqua Kalen. Quelqu'un a joué sur les 2 tableaux, organisant des attaques, s'assurant que nous restions ennemis, s'assurant que nous continuions à nous entretuer. Il s'avança, plus près de Fisk. La question est, à qui cela profite-t-il? Qui récupère la terre quand nous sommes tous morts? Le silence qui suivit fut absolu. Chaque personne présente comprenait ce que Kalen suggérait. Quelqu'un avec des ressources. Quelqu'un avec de l'influence. Quelqu'un qui pouvait se déplacer entre les 2 communautés sans suspicion. Le chef de guerre parla à nouveau, sont-on différents maintenant, interrogateur plutôt qu'accusateur. Naëli traduisit. Il demande qui pourrait être cette personne. Qui a un tel pouvoir? Avant que Kalen ne puisse répondre, l'un des cavaliers bougea nerveusement. Un homme plus jeune. Son visage empourpré. Il jeta un coup d'œil à Fisk, puis détourna les yeux. Trop rapidement. Le mouvement était petit, mais Kalen le remarqua. Naëli aussi. Et le chef de guerre aussi. Fisk remarqua leur attention et se tourna vers le jeune cavalier. Quelque chose à dire, Collins? Collins secoua la tête rapidement. Non, monsieur. Rien. Mais ses mains tremblaient, et quand Fisk le regarda, il y avait quelque chose dans ce regard que Kalen reconnut. Le même regard que les prédateurs donnent à leur proie quand ils décident s'ils vont frapper. Sarah halta. Elle l'avait vu aussi. Vous, dit-elle à Fisk. C'était vous. Depuis le début. La main de Fisk se déplaça vers son pistolet, mais avant qu'il ne puisse le dégainer, le chef de guerre aboya un ordre. Instantanément, 3 guerriers apaches avaient des flèches encochées et pointées. Pas sur Kalen. Sur Fisk. Les cavaliers se tendirent, levant leurs fusils. Les guerriers préparèrent leurs armes. Tout le monde était à un battement de cœur de l'effusion de sang. Kalen s'avança directement dans la ligne de tir. Arrêtez. Sa voix coupa la tension comme une lame. Il se tenait entre les 2 groupes, les bras écartés, se faisant la cible la plus vulnérable sur le terrain. Si vous commencez à tirer, dit-il, sa voix portant jusqu'à tout le monde, vous lui donnez raison. Vous prouvez que nous ne pouvons pas arrêter. Que nous sommes allés trop loin. Il se tourna pour faire face au chef de guerre. Votre peuple a assez perdu, n'est-ce pas? L'expression du chef de guerre était illisible, mais il ne baissa pas son arme. Kalen se tourna vers les hommes de Fisk. Et vous? Combien d'amis avez-vous enterrés? Combien de membres de votre famille? Combien de plus sacrifierez-vous pour le profit de quelqu'un d'autre? Collins prit la parole, sa voix se brisant. Il nous a dit que c'était eux. Il nous a montré des traces, nous a donné des emplacements. Il a dit que nous devions frapper en premier ou il nous anéantirait. La ferme, Collins, gronda Fisk. Mais c'était trop tard. La vérité se répandait maintenant, et tout le monde pouvait l'entendre. Un autre cavalier prit la parole. Il a racheté des terres. Chaque famille qui est anéantie, il fait une offre à ceux qui restent. Il fait ça depuis 2 ans. Le chef de guerre baissa lentement son arme.
Il parla à Naëli, sont-on passant de la colère à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Elle hocha la tête et traduisit pour Kalen. Il dit qu'ils ont vu cela aussi. Des familles disparaissant. Des terres changeant de main. Toujours le même homme faisant des offres. Elle regarda Fisk. Toujours vous. Le visage de Fisk se tordit. Il était piégé et il le savait. Mais les hommes piégés étaient dangereux. Sa main était toujours près de son pistolet, et Kalen pouvait voir les calculs défiler derrière ses yeux. Combien pouvait-il en tuer avant qu'il ne l'abatte? Combien de dégâts pouvait-il faire? Avant que quiconque ne puisse bouger, Naëli s'avança pour se tenir à côté de Kalen. Puis Mato. Puis Kahana. Puis Sarah. Puis Collins, descendant de cheval et s'éloignant des autres cavaliers. Un par un, des gens des deux côtés se déplacèrent dans l'espace intermédiaire, créant un mur de corps entre Fisk et la fuite. Le message était clair. La guerre était finie. Et Fisk avait perdu. La main de Fisk bougea vers son pistolet, mais il ne le sortit jamais de l'étui. Le chef de guerre fut plus rapide, traversant la distance en 3 grandes foulées et frappant le poignet de Fisk avec le plat de sa lame. Le pistolet tomba dans la poussière. 2 cavaliers bougèrent pour aider leur ancien chef, mais les autres colons les bloquèrent. Les fusils baissés, mais les corps fermes. C'est fini, Garrett, dit Collins. Plus jamais. Fisk regarda les visages qui l'entouraient. Des colons qu'il avait dirigés. Des guerriers qu'il avait manipulés. Tous le regardaient avec la même expression. Pas de la haine. Quelque chose de plus froid. La compréhension. Il le voyait maintenant pour ce qu'il était. Pas un protecteur. Un prédateur qui s'était nourri de leur chagrin. Le chef de guerre parla, ses mots délibérés. Naëli traduisit, il dit que Fisk sera emmené au shérif territorial. Nos 2 peuples témoigneront. Nos 2 peuples verront la justice. Vous ne pouvez pas, dit Fisk, sa voix perdant son autorité, devenant quelque chose de désespéré. Je nous protégeais. La terre. Le territoire. Quelqu'un devait prendre le contrôle. Vous avez pris des vies, dit Sarah. Mon frère. La femme et la fille de Kalen. Combien d'autres? Fisk n'avait pas de réponse. Ou peut-être avait-il trop de réponses, et aucune d'elles ne le sauverait maintenant. 2 des guerriers apaches lièrent les mains de Fisk. Pas brutalement, mais efficacement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une nécessité. Collins et un autre colon acceptèrent de chevaucher avec eux jusqu'au bureau du shérif, servant de témoins des 2 côtés. Le symbolisme ne passa inaperçu de personne. D'anciens ennemis voyageant maintenant ensemble pour livrer la justice. Alors qu'ils se préparaient à partir, le chef de guerre s'approcha de Kalen. Il parla longuement, son ton formel. Naëli se tenait à côté de Kalen, traduisant doucement. Il dit que tu as fait quelque chose aujourd'hui qui n'aurait pas dû être possible. Tu as donné de l'eau à ton ennemi. Tu t'es tenu entre les armes et une mort certaine. Tu as fait en sorte que des guerriers et des colons voient la vérité ensemble. Elle fit une pause. Il dit que c'est ainsi que les guerres se terminent. Pas par une victoire. Par quelqu'un d'assez courageux pour arrêter de se battre. Le chef de guerre tendit la main. Kalen la prit. La poignée de main fut ferme, brève, mais elle représentait quelque chose de plus grand que 2. Une reconnaissance. Un commencement. Dis-lui, dit Kalen, que l'eau était gratuite. Elle le sera toujours. Naëli traduisit. L'expression du chef de guerre s'adoucit légèrement. Il hocha la tête une fois, puis retourna vers ses guerriers. Ils commencèrent le voyage vers la capitale territoriale. Fisk marchant entre eux, la tête basse. Les colons restants se dispersèrent lentement, beaucoup d'entre eux s'arrêtant pour parler à Kalen avant de partir. S'excusant. Le remerciant. Promettant de répandre la nouvelle de ce qui s'était réellement passé. L'histoire voyagerait vite maintenant. La vérité le fait toujours, une fois que quelqu'un est assez courageux pour la dire. Sarah s'attarda près de la grange. Je dois y retourner, dit-elle doucement. À Morrison. Pour voir ce qui reste. Pour enterrer. Elle ne put finir. J'aiderai, dit Naëli. Mon peuple aidera. Nous reconstruirons ensemble. Sarah la regarda un long moment. Puis elle hocha la tête. Ensemble.
Mato émergea de la grange avec Kahana, soutenant Takakota entre eux. Le guerrier blessé était conscient maintenant, sa respiration plus forte. Il regarda Kalen et prononça quelques mots. Kahana traduisit dans un anglais approximatif. Il dit qu'il te doit la vie. Il dit que la dette sera rappelée. Pas de dette, dit Kalen. Juste de l'eau. Mais ils savaient tous que c'était plus que cela. C'était un choix qui s'était répercuté, touchant tous ceux qui en avaient été témoins, changeant quelque chose de fondamental dans la façon dont ils se voyaient les uns les autres. Les guerriers Apaches se préparèrent à partir, emmenant Takakota avec eux. Naeli resta derrière, se tenant près du puits. Le même puits où tout cela avait commencé quelques heures auparavant. Il semblait qu'une vie s'était écoulée depuis. « Tu as donné de l'eau » dit-elle à Kalen. « Une chose simple. Mais ça a tout changé. »« Tu l'as accepté » répondit Kalen. « Ça aussi, ça a tout changé. » Elle sourit. C'était un sourire petit, fatigué, mais sincère. « Peut-être qu'il y a de l'espoir pour nos deux peuples. »« Peut-être » acquiesça Kalen. Elle lui toucha brièvement l'épaule, puis se tourna pour rejoindre ses guerriers. Ils disparurent dans la lisière des arbres, se dirigeant vers le nord. Se déplaçant avec détermination, mais sans urgence. Non pas comme des ennemis en fuite. Comme des gens rentrant chez eux. Kalen se tenait seul sur sa propriété alors que le soleil commençait sa descente. Le signal de fumée s'était éteint depuis longtemps. Le seau était assis près du puits, vide mais propre. Il le remplirait à nouveau demain, et le jour d'après, et chaque jour qui suivrait. Le puits continuerait à donner de l'eau à quiconque en aurait besoin. Colon ou Apache. Ennemi ou ami. Parce que Kalen avait appris quelque chose aujourd'hui qu'il avait oublié dans ses années de chagrin. Que la distance entre l'ennemi et l'humain n'était parfois qu'un acte de gentillesse. Un seau d'eau. Un choix de voir la personne qui se tenait devant vous au lieu de l'uniforme qu'elle portait ou du sang qu'elle avait versé. La guerre n'était pas complètement terminée. Les conflits aussi profonds ne le sont jamais. Mais elle avait changé. Décalée. Et des années plus tard, quand les gens raconteraient des histoires sur le territoire, ils se souviendraient du jour où un pauvre éleveur avait offert de l'eau à ses ennemis, et comment ce simple acte avait brisé quelque chose qui semblait incassable. Prouvant que parfois, les plus petits gestes ont le plus grand poids. Et que la paix ne commence pas avec des traités ou des redditions, mais avec une personne décidant que la compassion importe plus que la vengeance.